Bonjour à tous. Nous allons tout d'abord commencer par l'introduction. Qu'est-ce que la monnaie? La monnaie est un moyen d'échange, à savoir un moyen de paiement ayant une valeur fiable aux yeux de tous. La monnaie est également une unité de compte permettant d'établir le prix de biens et de services. Et elle constitue aussi une réserve de valeur. Maintenant, nous allons vous parler de l'histoire de la monnaie. La première forme d'échange a été le troc, c'est-à-dire l'éleveur échangeait une bête contre des outils fabriqués par le ferronnier. Ensuite, des premières monnaies aux pièces métalliques sont apparues, des objets auxquels on leur attribuait une valeur d'échange et qui étaient faciles à stocker ont parfois initialement servi de monnaie. Il s'agissait de biens directement utilisables, comme le sel qui a servi à payer les légionnaires romains et à donner le mot salaire, ou des objets symboliques comme les coquillages. Les premières pièces de monnaie en métal sont arrivées ensuite, d'abord en Anatolie vers 650 avant Jésus-Christ, puis en Grèce antique. Chaque cité avait une monnaie frappée à son effigie. Les Romains étendront l'usage de la monnaie à tout leur empire. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ est créé le premier atelier monétaire, au Capitole. Il était auprès du temple Junon, déesse avertisseuse, dit moneta en latin, c'est l'origine du mot monnaie. La première monnaie internationale. La première monnaie véritable internationale n'apparaîtra qu'en 1750. L'impératrice Marie-Thérèse de Habsbourg créait le thaler à son effigie, monnaie rapidement adoptée par les colonies espagnoles et anglaises d'Amérique. Le nom dollar est une déformation phonétique de thaler. En 2002, le 1er janvier, apparition des pièces et des billets en euros et début du retrait du franc belge, la période de double circulation euro-monnaie nationale s'est terminée en Belgique le 28 février 2002. Nous allons maintenant parler des échanges. La monnaie correspond à l'ensemble des moyens de paiement dont disposent les agents économiques pour réaliser leurs échanges. Le troc est l'échange direct de marchandises contre d'autres marchandises. Cependant, le troc présente plusieurs inconvénients. Tout d'abord, ça nécessite de trouver un partenaire à l'échange. Ensuite, il faut la divisibilité de la marchandise. Enfin, le coût du stockage, le coût du transport, etc. La monnaie, en revanche, se présente comme un bien intermédiaire, accepté par tous, qui se conserve facilement et qui va donc faciliter les échanges. Maintenant, nous allons vous parler des caractéristiques de la monnaie. Alors, Aristote fut le premier à réfléchir sur la nature de la monnaie. Il en présente les 4 caractéristiques essentielles. La première, c'est durable. La monnaie doit passer le test du temps et des éléments. Elle ne doit ni s'abîmer, ni rouiller, ni changer au cours du temps. La deuxième, c'est portable. Une bonne monnaie doit contenir une grande quantité de valeur par rapport à son poids et sa taille. Ensuite, elle doit être divisible. Une monnaie doit pouvoir être aisément séparée et recombinée sans pour autant affecter ses attributs fondamentaux. Une extension de cette idée, c'est que la chose doit être fongible, c'est-à-dire définie comme librement échangeable ou remplaçable en tout ou partie pour une autre de même nature ou de même sorte. Et pour finir, avoir une valeur intrinsèque. Cette valeur de la monnaie doit être indépendante de tout autre objet et contenu de la monnaie elle-même, en commençant par sa rareté. Parlons maintenant des différentes monnaies. Il y a 227 monnaies et banques du monde. Il y en a 57 en Afrique, 48 en Amérique, 51 en Asie, 59 en Europe et enfin 12 en Océanie. Maintenant, on va vous citer quelques monnaies courantes. Tout d'abord, la couronne, Ensuite le dinar, ensuite le dollar, puis l'euro, le franc, le livre, le peso. la roupie. Maintenant, nous allons vous parler des instruments. Les principaux instruments de circulation de la monnaie sont tout d'abord les chèques bancaires ou postales.
Le chèque est un instrument de paiement dont dispose le titulaire de compte bancaire. Il est payable à vue, c'est-à-dire immédiatement. Son pouvoir libératoire est limité, c'est-à-dire que les commerçants sont libres d'accepter ou de refuser un chèque en paiement d'un bien ou d'un service. On définit le chèque comme un titre qui permet à son titulaire, le débiteur, de donner ordre à sa banque de payer au profit d'un tiers, le créancier, tout ou partie des fonds déposés sur son compte courant. Ensuite, nous avons le virement. C'est l'ordre de donner par le titulaire d'un compte à son banquier de transférer, virer, une somme d'argent de son compte vers un autre compte. Ensuite, nous avons les effets de commerce. Dans les effets de commerce, nous avons deux types. Tout d'abord, la lettre de change, c'est-à-dire le créancier donne l'ordre à son débiteur de payer une certaine somme à une date déterminée. Ensuite, nous avons le billet à ordre, c'est-à-dire le débiteur s'engage à payer au créancier une somme fixée à une date et à un lieu déterminé. Ensuite, nous avons le titre interbancaire de paiement, dit type, c'est-à-dire titre par lequel le débiteur autorise le créancier à prélever une certaine somme sur son compte. Il est utilisé par les entreprises qui reçoivent de nombreux règlements. Le type nécessite pour chaque règlement la signature du débiteur. Ensuite, nous avons le prélèvement automatique, c'est-à-dire l'ordre par lequel le titulaire du compte donne l'autorisation permanente mais révocable à sa banque de régler les factures présentées par les émetteurs qu'il a désignés. Ensuite, nous avons la carte bancaire, c'est-à-dire elle offre diverses possibilités à leurs détenteurs en fonction de leur nature notamment. Nous avons dans les cartes bancaires plusieurs types. D'abord, nous avons le retrait de billets, donc au distributeur automatique avec la carte de retrait. Nous avons le paiement avec le débit immédiat ou avec débit différé. Ensuite, nous avons le porte-monnaie électronique, nouveau moyen de paiement désigné au règlement par carte de petit montant inférieur à 30 €. Il est souvent classé dans la monnaie fiduciaire, mais ne représente qu'une part infime de la monnaie en circulation. Les fonctions de la monnaie. La monnaie est un actif liquide qui remplit trois fonctions. Premièrement, la monnaie est un instrument d'échange. Deuxièmement, la monnaie est une unité de compte. Et enfin, la monnaie est un instrument de réserve de valeur. Maintenant, nous allons vous parler du lien de la monnaie avec l'or. Alors, les premières monnaies frappées dans l'histoire de l'humanité l'ont été dans un métal précieux, l'or. À ce jour, l'une des plus vieilles pièces de monnaie trouvée a été fabriquée environ 6 siècles avant notre ère, entre 561 et 546 avant Jésus-Christ, qui sont les dates de début et de fin de règne du roi Crésus. L'utilisation des métaux nobles s'explique par leur qualité, et il fallait que cette matière possède des propriétés spécifiques. Tout d'abord, ça doit être une pièce inaltérable. Ensuite, ce matériau doit pouvoir être divisé en unités plus petites ou rassemblé en une unité plus grosse. Enfin, un matériau suffisamment rare pour qu'elle ne se trouve pas aisément à l'état naturel et rende de fait la contrefaçon difficile. Deux systèmes monétaires utilisant les métaux précieux ont alors prévalu, le monométallisme et le bimétallisme. Je vais tout d'abord commencer par vous expliquer le monométallisme. Alors, il désigne un système monétaire selon lequel un seul métal sert d'étalon, généralement l'or ou l'argent, lequel possède un pouvoir libératoire, c'est-à-dire qu'il permet le remboursement d'une dette illimité et peut être frappé librement. Ce système a été utilisé par de très nombreuses cultures, depuis l'Antiquité jusqu'au XXe siècle et la disparition de l'étalon d'or. Il est très souvent préféré au bimétallisme car il ne présentait pas les inconvénients de ce dernier. Alors maintenant je vais vous expliquer le bimétallisme. Alors, il est la coexistence des deux métaux précieux, généralement l'or et l'argent aussi, chacun pouvant servir de valeur de référence à être utilisé dans les échanges commerciaux nationaux ou internationaux,
Avec le bimétallisme, les deux métaux ont un pouvoir libératoire illimité et peuvent être frappés librement. Qui plus est, il est un rapport légal entre la monnaie d'or et celle de l'argent. L'un peut être échangé contre l'autre suivant un cours légal précis. L'inconvertibilité en or de la monnaie. Le 15 août 1971, le président Richard Nixon change complètement la donne du système monétaire international en annonçant la fin de la convertibilité du dollar en or. Cela place le dollar américain au cœur du système monétaire international. La convertibilité en or du dollar étant fixée au taux de 35 $ l'once. Maintenant, nous allons vous parler de la quantité de masse monétaire. Alors, qu'est-ce que la masse monétaire? La masse monétaire correspond à la quantité de monnaie en circulation dans une zone déterminée. Les autorités monétaires ont besoin de suivre l'évolution de la quantité de monnaie en circulation pour être en mesure de contrôler. L'intérêt de mesurer est double, car son augmentation peut jouer aussi bien sur la croissance économique que sur l'inflation. La masse monétaire est mesurée par les agrégats monétaires, calculés par le BCE. M1 comprend les pièces de monnaie, les billets et les dépôts à vue. M2 égale M1 plus les dépôts sur livret. M3 est égal à M2 plus les billets de trésorerie plus certificats de dépôt plus bons du trésor. Maintenant, nous allons vous parler de l'inflation. Alors, l'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de valeur de la monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble, les ménages, les entreprises, etc. L'indice des prix à la consommation est utilisé pour évaluer l'inflation. Cette mesure est partielle étant donné que l'inflation couvre un champ plus large que celui de la seule consommation des ménages. Au revoir.